Thierry Delville, il y a de plus en plus d'électronique au-delà des hommes. Est-ce que ça veut dire que là aussi, dans la gestion des systèmes de sécurité, des systèmes de risque, il faut accompagner cette mutation? Et est-ce qu'elle suit? On a toujours tendance à dire que, y compris les pirates, ou en tout cas ceux qui veulent commettre des actes contre une entreprise ou contre un État, vont plus vite que ceux qui sont chargés de le protéger. Vous posez le problème de l'accompagnement du changement et de l'introduction des technologies dans les organisations. Alors là, en l'occurrence, je ferais peut-être mieux à même d'en parler côté étatique. Il est clair que cette introduction, elle n'est pas nouvelle. C'est vrai que la cadence est quand même soutenue. Et il faut bien reconnaître que c'est un volet, un levier, d'une part essentiel pour ne serait-ce que rentabiliser l'investissement effectué, ce qui renvoie à ce qui a été dit tout à l'heure par M. Bauer. C'est vrai qu'on a une tendance à croire que le primo-déploiement se suffit à lui-même et que dans la durée, tout va bien se passer. Bien souvent, ce n'est pas le cas. Il importe que la technologie qui doit finalement être l'aboutissement d'une réflexion bien en amont sur effectivement la menace et la réponse à un besoin spécifique, puisse vivre évidemment dans la partie technique, mais vivre aussi dans la partie accompagnement humain, formation, et c'est déterminant. Ouais. C'est vraiment déterminant. On peut installer un système radio dans un pays, je crois que M. Guillot, qui est à ma gauche, pourra en parler longuement. Introduire un système radio, un nouveau système de radiocommunication dans un pays, ça ne se passe pas en un an ou en 2 ans, ça se passe dans la durée. Et ça se passe dans la durée pour maîtriser la transmission de données, pourquoi on l'utilise, qu'est-ce qu'elle optimise comme processus. Et voilà. Et donc derrière, effectivement, répondre à l'ensemble de ces menaces, c'est aussi savoir maîtriser ces outils. Il y a plein d'exemples dans la police ou dans la gendarmerie Puisque vous connaissez bien la préfecture de police, mais du coup la réaction, et Alain Boyer pourra peut-être réagir aussi là-dessus, la réaction politique, la plupart du temps, on va prendre un cas hors Paris, on va prendre Marseille, à chaque fois qu'il y a des incidents, des tirs à la Kalachnikov dans les rues de Marseille, le ministre de l'Intérieur envoie 35 policiers de plus. Est-ce qu'il ne faudrait pas 35 caméras de plus ? Ça, c'est un autre sujet majeur. Est-ce que la sécurité doit durablement rester une question de main-d'œuvre ? Oui. Je crois que M. Haas en a fait l'illustration, la démonstration à travers sa présentation en introduction. On est en train de muter. Alors, est-ce que l'État mute aussi vite que le secteur privé ? Je vous renvoie à des rapports annuels d'activité ou des documents budgétaires effectivement, on est encore aujourd'hui, tant côté police que gendarmerie, effectivement une entreprise de main-d'œuvre avant tout, avec un rapport 90-10 ou 88-12, je n'ai pas exactement le chiffre de l'année 2014 ou 2013, enfin de l'exécution du budget 2013. C'est évident que l'enjeu est là. C'est un enjeu majeur, c'est un enjeu difficile, politique, mais il est certain qu'on doit pouvoir transformer durablement, moderniser par tout un ensemble d'actions, bien entendu la mutualisation. Il y a aujourd'hui des grands services technologiques, logistiques qui se regroupent, qui fusionnent, qui permettent de gagner, d'optimiser les états-majors, d'avoir des investissements communs, donc de dégager en principe des capacités nouvelles, mais je pense que bien au-delà, effectivement, ce que vous citiez à travers un exemple, que ce soit à Marseille, à Lille ou à Bordeaux, effectivement, c'est qu'on ne pourra pas continuer à répondre avec uniquement une réponse en effectif qui satisfait, mais qui effectivement n'est probablement pas suffisant. Il faut la compléter par un investissement technologique, mais un investissement technologique qui lui aussi n'est pas uniquement, qui doit se penser autrement. Aujourd'hui, à travers un exemple que j'ai vécu de près, c'est le développement de la vidéoprotection sur Paris, donc à travers un partenariat public-privé, au sens strict du terme, au sens juridique du terme, tel que Bercy l'entend. Effectivement, on voit bien derrière, et les capacités nouvelles
de rayonnement et d'extension du dispositif à travers tout un ensemble de partenariats avec des entreprises, avec l'aide du FIPD, à travers donc des subventions où on mixe du public, du privé. On va être capable de travailler sur un maillage de plus en plus fin, de plus en plus intéressant et très opérationnel, à la fois pour les acteurs privés, pour leurs besoins, et à la fois pour les acteurs publics. Thierry Delville, simplement, là, on voit bien qu'il y a peut-être un problème de positionnement du poste de directeur de la sécurité, parce que finalement, vous êtes très proche du directeur du DSI, qui lui-même est soumis à la politique de cost-killing, où de toute façon, lui doit donner du résultat. Et donc, à partir de là, la partie qui perd dans l'histoire, c'est forcément la sécurité, non ? Si c'est le cas, effectivement, c'est tout à fait dommageable. Mais en réalité, aujourd'hui, la montée en puissance de la menace cyber fait que, immanquablement, enfin, je crois que tous les groupes qui sont représentés ici sont à l'image de toutes les réflexions qui sont actuellement, enfin, qui sont menées dans le cadre de la filière. On voit très bien qu'il y a une imbrication extrêmement forte entre les problèmes de sécurité, les problèmes de SSI, les problèmes donc de DSI. Mais qui a le lead ? Qui a le lead ? C'est le grand patron au final, c'est lui qui va devoir trancher.